Le deuil et la douleur. RTS, bras de fer entre les travailleurs et la direction. L'intersyndicale de la boîte composée du Synpics et de la CNTS se range du côté de Pape Alé Niang. Les raisons de cette prise de position en faveur du directeur général de la boîte dans ce midi. En politique, Aliou Sall quitte l'Alliance pour la République, l'APR, et engage des négociations avec Amadou Ba et Aminata Mbengue Ndiaye, entre autres. L'ancien maire de Guédiawaye l'a annoncé ce matin sur le plateau de la TFM. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales. À la une, la crise post-électorale en Mauritanie, 3 morts lors des manifestations. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, largement revenue sur les 90 jours de Bassirou Diomaye Faye au sommet de l'État. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba. Point de vue, campagne agricole, quelle évaluation faire de la mise en place des semences et intrants? Rendez-vous avec nos 2 intervenants en fin de journal. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue. D'abord, l'incendie criminel à Denver aux États-Unis qui a coûté la vie à 5 Sénégalais. C'était en 2020. L'un des coupables a été condamné hier à 60 ans de prison. Une sentence loin de satisfaire la famille des victimes établie à Guédiawaye. Ses proches portent le deuil et la douleur depuis 4 ans maintenant. Les autres membres de la famille qui vivent toujours à Denver affichent toujours un sentiment d'inquiétude par rapport à leur sécurité. Salamata Ousmane Diallo. Je suis le père de Adja Salamata John. Je suis le grand-père de Hadija et de Hawa Bey, qui sont tous décédés dans l'incendie criminel de Denver. C'est comme ça. À travers sa voix, on sent toujours la tristesse et la douleur. Pour Amadou Alpha Diol, qui est à la fois père, beau-père, grand-père et oncle de la famille Diol, décédé aux États-Unis le 5 août 2020, cette condamnation à 60 ans d'un des auteurs de l'incendie criminel ne signifie rien pour lui. Que c'est pas seulement ces 5-là qu'ils ont tués, ils ont éliminé toute la famille. 60 ans, c'est zéro. Celui-là, il méritait même pas la perpétuité, mais la guillotine. On s'est senti très mal. C'est comme si c'était hier leur disparition. Ça ne peut pas payer ce qu'il a détruit. Vivant ici au Sénégal, Amadou Alpha Diol pense beaucoup plus aux autres membres de la famille restés aux États-Unis. Nous ne dormons plus, nous ne mangeons plus, nous sommes presque morts. Hassan, son époux est là-bas, c'est mon neveu. Djibi, il a ses frères et une de ses sœurs, ils sont toujours là-bas. Mais la vie ne sera plus comme avant. Ils sont toujours dans la peur. Malgré tout, Amadou Alpha Diol dit s'en remettre au Tout-Puissant. Ce que je souhaitais, c'est avoir mes enfants avec moi, mais quand ils sont morts, on n'y peut rien, on ne fait qu'accepter la volonté divine. C'est ça qui reste, il n'y a pas autre chose. Qu'ils soient condamnés ou libérés ou exécutés, ça nous est égal. Les 3 auteurs de l'incendie criminel ont été condamnés entre 40 et 60 ans de prison après avoir participé à ce drame qui a coûté la vie à Djibril Diol, âgé de 29 ans, Aya Diol, 23 ans, et leur fille de 22 mois, Hadja Diol, ainsi que le proche Hassan Diol, 25 ans, et sa fille de 6 mois, Hawa Bey. Salamatou Ousmane Diallo, Guédiawaye, Radio Futur Média. Midi 5 minutes. Cette crise à la radio-télévision sénégalaise, la RTS, l'intersyndicale composée du Synpics et de la CNTS qui approuve la décision du nouveau directeur général Pape Alé Niang. Pour ces syndicalistes, le protocole d'accord d'entreprise signé avec l'ancien directeur général de la boîte est illégal. Ils réclament que cet accord, ou ils demandent que cet accord soit renégocié. Moustapha Sissé, le secrétaire général de la section Synpics de la RTS et membre de l'intersyndicale, il répond aux questions de la Djindio Goudien. Si vous vous souvenez, le jour de la signature de cet accord dont il est question, Abibou avait fait un poste pour le dénoncer. Moi-même, en son temps, j'étais parti dans un site et j'avais dénoncé ce fait, parce qu'il y avait beaucoup de manquements dans cet accord. Et on l'a signé dans la précipitation et en cachette. Donc, nous restons constants dans notre démarche. Nous maintenons qu'il y a des manquements dans cet accord et nous proposons que cet accord en question soit renégocié. Par rapport au décret d'application, dont on dit que les arrêts ne sont pas encore sortis, nous aussi, là aussi, nous avons notre point de vue. Parce que je pense que tout décret doit être accompagné d'arrêtés. Et nous attendons les arrêtés pour voir. Si vous relisez le décret, vous verrez qu'il y a une partie dans laquelle il est bien mentionné, il faudrait d'abord que la RTS signe un contrat de performance. Il y a un autre article encore qui vient pour dire qu'il y a une signature conjointe du ministère des Finances et du ministère des Télécommunications. Je pense que tous ces articles-là n'ont pas été déjà effectués. Par conséquent, je ne saurais m'avancer davantage. Mais est-ce que le nouveau directeur général a le droit de remettre en cause les acquis des travailleurs, d'autant plus que cet accord-là a commencé à être appliqué depuis 2 mois maintenant? Bon, ce que je peux vous dire sur cet aspect, aucun syndicaliste sérieux n'acceptera que ces acquis, pourvu
que ce soit un acquis basé sur la légalité et non sur du faux. Parce que dans son bureau, il a dit clairement à qui de droit, ton prédécesseur, vous avez fauté. Vous savez que vous avez fait du faux en appliquant cet accord-là dont les actes ne sont pas sortis. Donc, dire que c'est un acquis serait être apprécié de différentes manières. Parce que pour moi, un acquis doit être basé sur du vrai ou bien sur la légalité. Moustapha Cissé, secrétaire général de la section Synpics de la RTS plutôt, membre de l'intersyndicale. Eh bien, pour la première fois de son histoire, la RTS qui rate son JT de 20h, vous l'avez certainement constaté hier. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont vite parlé de sabotage, liant donc cette situation à la grogne des travailleurs qui reprochent au nouveau directeur général Papa Lénian de bloquer l'accord entreprise. Sabotage, eh bien, après enquête, Mohamed Ali Mouba a découvert qu'il s'agissait bel et bien d'un incident technique. De sources concordantes, l'écran noir pour le JT de 20h est lié à un incident technique. La grande édition de la soirée d'hier n'a pas pu se tenir à l'heure habituelle parce que la console numérique a bugué. Incident récurrent, confie une source. Les techniciens s'affairent autour de la machine depuis hier, mais pour le moment sans succès. Mais une solution alternative a été trouvée et l'édition de 23h a pu se tenir, tout comme l'émission matinale Kenkeliba. Rien donc à voir avec les événements d'hier. En tous les cas, cet accro tombe dans un contexte, vous le savez, où syndicalistes et directions sont à couteau tiré. Papa Lénian et une partie du personnel qui lui reproche de revenir sur des acquis et autres avantages du personnel. La direction de la RTS est en réunion pour tenter de faire face à ce début de crise. Du côté des syndicalistes, on promet de faire face aux côtés de l'UNSAS. Un préavis de grève est dans le circuit. Le DG lui reste inflexible. Quoi qu'il advienne, je prendrai toutes mes responsabilités et attendrai jusqu'à ce que la soutenabilité de cet accord soit garantie pour poursuivre son application, a dit Papa Lénian. Mohamed Ali Mouba. À travers une note signée le Premier ministre, Ousmane Sonko, l'État a arrêté jusqu'à nouvel ordre les contrats avec certaines entreprises pour bien revoir les choses. C'est une mesure de gestion très souvent recommandée pour une meilleure gestion des ressources humaines. C'est l'avis d'économistes qui soutiennent qu'il faut arrêter la création d'emplois à tout va, tout le contraire chez un accompagnateur de projet qui déplore l'absence de visibilité de l'État en ce qui concerne l'emploi. Seydou Nourouba. L'État doit-il se mettre dans une logique d'arrêter des contrats avec certaines entreprises pour bien revoir les choses? Magaï Gaye, économiste international, est bien en phase. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos autorités qui cèdent la place soient beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus responsables, en évitant ces contrats à durée déterminée qu'on se presse à convertir en contrats à durée indéterminée. Et il faudrait également que ces autorités-là puissent tenir compte des maigres deniers de nos États. L'économie, c'est d'abord et avant tout une création de richesses saines, donc une croissance saine, et à l'appui, bien entendu, des emplois sains. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et faire une évaluation. C'est également l'avis de notre économiste, Abdoulaye Seck. C'est dans l'ordre normal des choses. La fonction d'audit, une fonction inhérente à la gestion et qui permet d'avoir un tableau de bord, et de faire un bon suivi évaluation des activités et programmes d'un État ou d'une entreprise. Mais ce qu'il faudrait par rapport à cette affaire-là, c'est qu'on n'arrête pas la machine, qu'on n'arrête pas tous les contrats systématiquement en attendant de faire le et de voir quelles sont nos conclusions à tirer. Non, il faudrait laisser les contrats continuer leur cours librement et faire également l'audit en même temps. Mais le président de la coalition Priorité Emploi voit autrement. Tamba Danfara. Je voudrais d'emblée m'inquiéter de l'absence de visibilité sur la question de l'emploi. Jusqu'à présent, les nouvelles autorités n'ont pas dit aux Sénégalais ce qu'elles comptent faire contre le chômage et comment elles comptent s'y prendre pour créer des emplois. Décision de suspendre des contrats publics de travail, de prestations de services avec des entreprises ne rassure pas. En effet, des emplois sont perdus ou menacés automatiquement en masse. Arrêter des contrats jusqu'à nouvel ordre pour un audit afin d'arriver à une meilleure gestion des ressources humaines. Si les économistes approuvent, la question de l'employabilité, notamment des jeunes, reste toujours une question persistante. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Cette vive tension entre les syndicalistes de SDTS et le médecin-chef du district sanitaire de Matam. En conférence de presse au centre de santé de Matam, il s'insurge contre des affectations arbitraires et accuse le médecin-chef de mauvaise gestion des fonds du district. Des agents de santé ont également annoncé un plan d'action pour exiger son départ. Ali Bandelian.
Ils ont abandonné les postes de santé pour se retrouver au niveau du district sanitaire de Matam. Les agents de santé, membres du syndicat SDT3S, très remontés contre le médecin-chef du district, accusé de mauvaise gestion, mais surtout de favoritisme dans le choix des hommes. Je m'appelle Mathieu Young, je suis infirmier ici au niveau du district sanitaire de Matam. C'est lui qui porte leur parole. Ce qu'on a pu constater avec ce nouveau médecin-chef du district sanitaire de Matam, c'est une gestion nébuleuse des fonds du district et une gestion nébuleuse des ressources humaines du district. Il y a des postes qui sont vacants. Ce qu'on demande au médecin-chef, que ces postes vacants, qu'on puisse lancer un appel à candidature. Mais lui, il ne fait pas ça. Il prend sa sœur, sage-femme, il le met dans son poste de santé. Il prend ses amis, il les met dans le poste de santé. Ce qu'on a pu constater, il y a beaucoup de gens qui recrutent et en ce moment, le centre de santé ne peut plus endosser cette ressource financière que doit faire fonctionner le centre. Ce qui fait qu'il fait recours au dépôt du district pour venir à bout du centre de santé, ce qui a valu un endettement de 5 millions. Les syndicalistes qui exigent purement et simplement le départ du médecin-chef du district sanitaire de Matam décident de dérouler un plan d'action à compter de lundi prochain. Le syndicat SDT3S du district sanitaire de Matam, nous déclarons une non-collaboration qu'on va faire totalement avec lui. Nous engageons à ne plus collaborer avec lui tant qu'il sera là. Et les agents de santé, infirmiers, sages-femmes. De nouvelles perturbations dans le système sanitaire de la région de Matam au moment où les syndicalistes du SUTSAS poursuivent toujours la rétention de toutes les données sanitaires et toutes les tournées de supervision. Une situation d'ailleurs qui dure depuis 3 longues années. Matam, Ali Bandenia, RFM. Éradiquer le paludisme au Sénégal à l'horizon 2030. C'est le souhait du cadre de concertation et de coordination des actions pour la santé au Sénégal qui demande une implication des collectivités territoriales à travers une mobilisation des ressources. En tournée dans la ville sainte de Touba, le 3 Cap Santé et ses partenaires veulent une coordination des actions sur le terrain pour rendre la lutte plus efficace. Papa Balagui. Conscient des effets néfastes du paludisme sur la santé infantile, le cadre de concertation et de coordination des actions de plaidoyer pour la santé au Sénégal et ses partenaires veulent jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs du programme national de lutte contre le paludisme. Le défi, avoir 0 cas de paludisme, surtout dans la ville sainte de Touba d'ici 2030, Amadou Bambassis, représentant du CAP 3 Santé, estime qu'il faut plus de soutien des collectivités territoriales. Les enjeux et défis, d'abord, c'est de faire la situation. Est-ce que la commune de Touba octroie des financements dans le cadre de la lutte contre le palu? Si elle le faisait, c'est de voir comment ensemble augmenter ce financement-là, mais aussi dans le cadre du district, de voir avec les plans d'action des comités de développement sanitaire, comment avoir des ressources additionnelles là-bas pour pouvoir lutter contre le paludisme. Représentant du maire de Touba, l'adjoint Omer Ndiambe, non sans revenir sur les actions de la mairie en matière de santé, souligne l'importance de mener ce combat pour l'intérêt communautaire. Le paludisme a des effets trop néfastes. En dehors donc de mettre en panne la personne en tant que telle, elle attaque donc notre économie et vous savez que le développement n'est possible que quand la santé est assurée. Une occasion pour Aboubakri Ngaïdé, représentant de l'association des élus locaux, de plaider pour une meilleure contribution des collectivités pour venir à bout de cette maladie. Sans la santé, je pense qu'il n'y aurait pas de collectivité territoriale. Donc notre rôle, c'est de faire le plaidoyer, faire la formation, la capacitation des acteurs locaux et les élus pour que le financement soit pérenne. 0 cas de paludisme d'ici 2030, un défi que compte relever le 3 Cap Santé et ses partenaires. Ces derniers plaident pour une harmonisation des actions, une manière de réussir le combat. Avant l'heure, Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Le paludisme en tout cas est bien présent donc à Tambacounda. 63 décès enregistrés entre 2019 et 2021. Des chiffres qui montrent la résistance de la maladie dans la région orientale selon le superviseur des soins de santé primaire au niveau de la direction régionale de la santé. Samba Ndiaye, le point focal du palu à Tamba avec Pape Ousseynou Diallo. La situation du paludisme au niveau de la région de Tambacounda, comme on l'a dit tantôt, on est dans un contexte de tension d'information qui fait qu'on n'a pas une complétude des données au niveau de la région concernant l'année 2023. L'évolution des données entre 2019 et la dernière année où on a des données consolidées concernant l'année 2021, la région est à 100 cas de paludisme pour 1000 habitants aujourd'hui au niveau de la région. Et avec les décès également, les décès qu'on a enregistrés également pour la dernière année, c'est à 63 cas également de paludisme qu'on a enregistrés en 2023. Les solutions également, comme
on l'a dit dans la salle tantôt, c'est l'ensemble des stratégies de lutte contre le paludisme qu'on va également mettre en œuvre au niveau de la région, à savoir d'abord les stratégies liées à la prise en charge des cas, la prévention aussi qui concerne la CPS, il y a aussi la chimioprophylaxie du voyageur, il y a aussi la stratégie du TPI communautaire, mais il y a aussi la prévention non médicamenteuse qui concerne l'utilisation en tout cas, de la MILDA, qui est beaucoup plus également en tout cas, mis en œuvre au niveau de la région. Donc à poursuivre cet aspect aussi, on constate qu'en 2022, on a fait la campagne CDM qui consiste également la distribution de la MILDA en masse, mais aussi il y a la continuité par rapport à la distribution de routine au niveau de l'ensemble des structures sanitaires, qui fait que la moustiquaire est gratuite chez la femme enceinte, c'est gratuit également chez les enfants de moins de 5 ans, mais pour les autres clients également, l'État a subventionné pour que la MILDA soit également acquise au niveau de pour 500 francs. Maintenant pour l'activité en tant que CPS également, nous allons débuter notre camp. Et si je peux dire que même on a débuté avec les activités de communication pour au moins sensibiliser la population sur la mise en œuvre de la CPS qui est prévue le 5 prochain, du 5, donc c'est dans la période du 5 au 8 juillet au niveau de l'ensemble également des districts de la région, sauf Bakel où on fait l'AMM. Les cibles sont les enfants qui sont âgés de 3 à 120 mois. Donc si on parle de 120 mois, cela veut dire que ce sont les enfants qui sont âgés de 3 mois à 10 ans. Samba Ndiaye, le point focal du paludisme à Tambacounda. Éducation à présent, c'est pour reparler de l'affaire des 64 candidats au bac exclus à Kaolack après un procès verbal constatant la fraude. Il est donc du ressort du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'engager des poursuites ou non. Tout dépendra de la gravité des faits. Après une audition devant la commission de discipline, les sanctions pourraient être administratives ou pénales. Koumba Sandiane Faye. Ils ne feront pas le reste des épreuves, ce qui les met dans une attente insoutenable. Les fraudeurs présumés feront l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir à des sanctions. Les épreuves pour eux seraient dans tous les cas annulées. Ils auront officiellement une note de 0 pour cette épreuve. Quelles sont d'ailleurs les prérogatives de la commission de discipline face à ces genres de situations? L'Office national du baccalauréat dépend administrativement de l'UCAD, donc la suite donnée à cette affaire est hors du ressort de l'Office. C'est le recteur qui signe les diplômes du baccalauréat, donc le sort de ces étudiants sera scellé à la suite des auditions devant le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir reçu le procès verbal constatant ces cas de fraude au baccalauréat, il appartient au recteur d'engager des poursuites et de rassembler les éléments utiles. Ce serait en fonction des faits que l'autorité de l'UCAD aura le choix de décider de donner suite aux poursuites ou non. Au cas échéant, il saisit la commission de discipline. La nature de la sanction dépend de la gravité des faits, des sanctions qui peuvent être administratives ou pénales. Administratives, c'est-à-dire l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée allant d'une année à 5 ans. Et pour la plupart du temps, les sanctions sont administratives. Si la faute est très grave, les sanctions peuvent être pénales. Le fraudeur est jugé devant un tribunal correctionnel. On se rappelle encore ce cas de fraude en 2021. Un jeune homme déguisé en fille pour subir les épreuves à la place de sa copine candidate. Ils ont été tous les deux arrêtés. C'était à Diourbel, reconnus coupables, condamnés chacun à 1 an de prison, dont 7 jours ferme. En 2022, encore une 50aine de candidats étaient exclus pour fraude avant d'être traduits devant le conseil de discipline de l'université. Koumba Sandiane Faye, retirer 400 enfants de la rue, l'objectif que s'est fixé la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Et pour ça, des acteurs ont été capacités. L'initiative soutenue par le ministère de la Famille cible 4 régions. Kaolack en fait partie. Elle est d'ailleurs classée zone prioritaire. Boukout Ndaou, agent de la direction de la protection, de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Famille, s'en explique au micro de Fatumbo. Le projet est d'autant plus important dans la mesure où on est dans le cadre même de la territorialisation des politiques publiques de l'État et il serait important il n'appartient pas aux directions de mener des activités, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de venir au niveau déconcentré, le cadre d'opérationnalisation même de la stratégie nationale de protection des enfants, que sont les CDP, pour renforcer les compétences en matière de protection, notamment en matière de retrait et de réinsertion des enfants en situation de rue. On a comme objectif le retrait de 400 enfants, dont 200 qui seront retirés et 200 autres qui seront réinsérés au sein des familles, au sein des daras ou bien des centres d'accueil qui rempliront les normes conformément à la législation en vigueur. Les enfants de la rue, de manière globale, il y a une approche qui a été définie à travers les comités départementaux de protection des enfants et ce projet rentre en droite ligne avec les orientations. Il y a une approche qui a été définie à travers les comités départementaux de protection des enfants et ce projet rentre en droite ligne avec les orientations et missions de notre ministère. Et l'un des aspects
aspects les plus importants, c'est de capaciter d'abord ces DPE, qui sont les bras techniques même de la stratégie nationale de protection, afin qu'ils puissent s'approprier non seulement le projet et mener à bien tout ce qui est protection, notamment le retrait et la réinsertion socio-économique des enfants en situation de... Et puis en politique, je vous l'annonçais en titre, Alioune Sall qui quitte l'Alliance pour la République, l'APR, et engage des négociations avec Amadou Ba et Aminata Mbengue Ndiaye, entre autres l'ancien maire de Guédiawaye, frère de l'ancien président de la République, l'a annoncé ce matin sur le plateau de la TFM. Anna Rocha. Il ne voulait pas vraiment parler politique, mais finalement, on ne retient que ça de cet entretien accordé à nos confrères de la TFM. L'ancien maire de Guédiawaye a décidé de faire une pause politique et surtout de s'éloigner de l'APR. Alioune Sall. Je suis plus militant de l'Alliance pour la République. Je suis en train d'observer, même si je discute beaucoup avec des acteurs politiques. Je suis plus militant de l'Alliance pour la République. Je suis en train d'observer, même si je discute beaucoup avec des acteurs politiques. J'ai eu à mener des discussions très approfondies avec, par exemple, le Parti socialiste, comme je l'ai fait aussi avec notre ancien candidat à la présidentielle, Amadou Ba. Mais à ce jour, mon option est encore de continuer à observer, parce que je crois que compte tenu de ce qu'on a traversé en 2021, en 2023, il est nécessaire de faire une pause et surtout de réfléchir sur la façon de faire la politique. Du premier baril de pétrole, Alioune Sall s'en réjouit et parle avec beaucoup de dérision du fameux épisode Sunu 400 000 qui a alimenté pendant longtemps les débats. Il est vrai que j'ai fait le buzz et beaucoup même à cause de cette histoire. Le pétrole est finalement là. Il faudrait peut-être qu'on me rembourse ces 400 000, mais c'est une histoire qui me fait sourire. J'ai juré sur le Coran que je n'avais rien à me reprocher. Je ne peux pas faire plus que cela. D'ailleurs, c'est avec le recul que j'ai écouté la plupart des déclarations sur cette affaire et ça m'a surpris. Mais bon, je tourne la page et j'ai pardonné. Pétrole et gaz surtout, vraiment, il y a Aux nouvelles autorités, l'actuel administrateur de l'Université africaine des sciences et technologies souhaite bonne réussite, mais les conseille tout de même d'y aller avec sérénité, car 5 ans, ça peut être long. Anna Rocha, cette crise post-électorale en Mauritanie, les Mauritaniens établis à Dakar qui suivent de près ce qui se passe chez eux, ils ont d'ailleurs voulu tenir ce matin un sit-in devant leur ambassade. Manifestation qui a été finalement interdite. Fatima alias Binet au micro de Oumou Kalsoumli. Je suis venu dénoncer l'énième encore forfaiture qui est en train de tramer actuellement en Mauritanie. Biramda Abeid a contesté carrément les résultats, catégoriquement. Il a dit qu'il est le président. Depuis le lundi à 18h, il a déclaré qu'il est le président de toutes les Mauritaniens. Et le peuple lui a choisi. Et donc, en plus de ça, d'ailleurs, il y a des séquestrations arbitraires, des arrestations. Ils sont en train d'arrêter les jeunes, de les séquestrer, de les amener dans des destinations inconnues. Voilà. Donc, ils ont copié le réseau depuis le lundi à 22h. Depuis que lui, président Biramda Abeid, a contesté les résultats et a déclaré qu'il est le président de tous les Mauritaniens. Donc, depuis à ce 22h30 jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre bien avec les Mauritaniens, avec les Nouakchotoises, car le régime en place a coupé les internets pour qu'ils puissent mieux torturer les jeunes, leur intimider dans leur maison. Alors c'est une énième injustice que l'opinion internationale réagisse. Nous sommes à 6 morts. Je dis bien, nous sommes à 6 morts. 400 personnes séquestrées. 30 disparus. Nous ne savons pas où sont les 30 personnes, où sont ces 30 jeunes. On ne sait pas où sont-ils jusqu'à présent. Donc vraiment, c'est désolant. Les manifestations post-électorales en Mauritanie avec des victimes, des morts et des blessés, on en reparle justement dans le journal international. Ce sera tout à l'heure avec Georges Déthié-Diop. RFM. L'actualité internationale. Nous parlons du Mali d'abord. Georges, plusieurs villageois tués par des terroristes à Djigui-Bambo. Dans la région de Bandiangara, dans le centre du Mali, 21 personnes tuées. Un bilan provisoire. Elles ont trouvé la mort dans une attaque survenue lundi attribuée à la Katiba Massina du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'on signale aussi des disparus autour d'une vingtaine. Des habitations et des greniers ont été incendiés. Une autre attaque a eu lieu le même jour dans le village, tout proche de Sorokokanda, où l'on rapporte 2 personnes tuées.
La crise post-électorale en Mauritanie, on en reparle, Georges, le ministre de l'Intérieur qui fait le bilan des émeutes de ces derniers jours. Des morts et plusieurs interpellations. C'est le sud du pays qui a été le plus agité par des actes de vandalisme et de pillage qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers. Nouakchott, Mohamed Diop. À Nouakchott, toutes les rues menant vers le palais de la République sont fermées par les forces de défense et de sécurité qui sont également présentes dans les quartiers les plus reculés de la capitale. Cependant, c'est à Kaïdi, une ville située à plus de 400 km au sud de la capitale, où la contestation des résultats de l'élection présidentielle du samedi 29 juin 2024 a été tragique. 3 manifestants sont morts après leur arrestation et 2 policiers ont été blessés, dont un grièvement. 200 personnes ont également été arrêtées sur l'ensemble du territoire, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Biram Da Abeid, le principal opposant arrivé en 2e position et dont les partisans rejettent les résultats du scrutin, demande le maintien de la mobilisation pacifique. Je vous dis aux jeunes, à tous les Mauritaniens, de rester debout, de rester vigilants, de rester mobilisés, de rester solidaires, rester debout et manifester pacifiquement. L'opposant s'est dit toutefois ouvert au dialogue pour une sortie de crise post-électorale. Il ne peut pas résoudre la crise par la violence, par les tueries, par les massacres, par la militarisation des rues, par les arrestations massives. Ils peuvent régler la crise seulement par le dialogue. L'élection a été remportée au premier tour par le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Au Kenya, Georges, plusieurs arrestations suite aux manifestations d'hier. La police annonce avoir mis la main sur un peu moins de 300 personnes. La plupart des personnes interpellées l'ont été dans la région de la capitale Nairobi, Anna Rocha. Dans un communiqué publié hier soir sur Twitter, la direction des enquêtes criminelles kenyanes annonce avoir arrêté plus de 270 personnes, dont 200 rien qu'à Nairobi. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir commis des actes criminels lors des rassemblements anti-gouvernement. Des pillages et plusieurs dégâts matériels ont aussi été signalés dans plusieurs villes du pays. Certains manifestants ont été infiltrés par des voyous. La DCI explique avoir déployé ainsi des enquêteurs dans les régions concernées pour poursuivre les suspects filmés par les caméras de surveillance et les enregistrements de téléphones portables. Selon France 24, les manifestations d'hier mardi ont commencé dans le calme avant de dégénérer. Dans la capitale Nairobi, la police a dû tirer des gaz lacrymogènes sur la foule au moment où certains lançaient des pierres. Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une violente vague de contestation à cause du projet de budget 2024 qui prévoyait de nouvelles taxes. 39 personnes ont été tuées et 361 blessées depuis la première manifestation le 18 juin dernier. Hors du continent, 4 morts dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés en Cisjordanie occupé. Selon le ministère palestinien de la Santé, le camp visé se trouve à Nour Shams, près de la ville de Tulkarem. L'armée israélienne de son côté indique sur Telegram qu'un appareil aérien a frappé une cellule terroriste dans la région de Nour Shams alors qu'il préparait un engin explosif. Arrestation en Allemagne de 5 personnes soupçonnées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour le compte du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Selon un communiqué du parquet fédéral, les suspects sont soupçonnés d'assassinat et de tentative d'assassinat de civils en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre commis durant la guerre civile déclenchée en 2011 par la répression de manifestations contre le pouvoir. Le procès pénal de Donald Trump pour paiement dissimulé à l'ex-actrice porno Stormy Daniels, le juge a reporté hier l'annonce de sa peine prévue dans 9 jours au 18 septembre. Cela au lendemain de la décision de la Cour suprême qui a étendu l'immunité de l'ancien président. Le magistrat de New York a écrit que la sentence du 11 juillet est donc annulée et ajournée au 18 septembre. Si cela est toujours nécessaire, 6 semaines donc, soit 6 semaines avant la date de la présidentielle américaine prévue le 5 novembre 2024. La présidentielle américaine, justement, Joe Biden a expliqué son débat raté face à Trump par la fatigue causée par ses déplacements à l'étranger
5 jours après ce débat lors duquel il est apparu très confus et parfois complètement perdu. Il confie n'avoir pas écouté ses conseillers. Jusqu'ici, ses partisans évoquaient une mauvaise soirée passagère et un rhume qui gênait son élocution. Ce débat calamiteux a suscité un vent de panique dans le camp démocrate où l'on s'interroge désormais et ouvertement sur les facultés de Joe Biden ainsi que sur l'avenir de sa candidature. Au moins, il y a un débat entre candidats aux États-Unis. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Campagne agricole, quelle évaluation faire de la mise en place des semences et autres intrants? On en parle dans la rubrique Point de vue tout à l'heure. Nous serons avec Mokhtar Ndiaye, le directeur de l'agriculture, et Sidi Ba, le chargé de communication et porte-parole du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux. RFM Sport. Bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Barthélémy. Les sanctions du CNG à l'encontre de Adafas qui continuent d'alimenter les débats. Le jeune lutteur suspendu 1 an. Beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs de la lutte en parlent. Certains estiment que c'est juste, justifié et normal. D'autres estiment que c'est trop. Ce qui est sûr, c'est que le CNG reste droit dans ses bottes. Si l'on en croit à Meïssa Ndiaye, vice-président chargé de la lutte avec frappe, il estime que le lutteur de face a enfreint les lois et règlements de façon flagrante. Donc il mérite sa sanction. Il est avec Soleil. Sanctionner un lutteur, un jeune espoir, 12 mois sans activité de lutte, 12 mois sans lutter, peut paraître lourde comme sanction. Mais ça, c'est vraiment ignorer tout ce qui s'est réellement passé ce week-end. Premièrement, on rappelle que c'est pas la première fois que le lutteur en question viole les dispositions de l'article 5. Deuxièmement, malgré les injonctions du trio arbitral, malgré les injonctions du bureau du CNG, malgré même le rappel du microcentral et de ses supporters même, l'athlète a préféré continuer sa préparation mystique que de respecter les règles de lutte. Donc c'est sur ces bases-là, compte tenu de tout ça, que le bureau a jugé unanime de sanctionner conformément à la faute commise. Et c'est tout simplement ça. Le bureau du CNG, à sa séance du 1er, a jugé nécessaire de sanctionner conformément aux fautes commises. Et nous parlons navétane et de l'euro également, l'euro 2024 qui se poursuit en Allemagne pour finir ce journal des sports. Avec l'euro déjà, donc on connaît les tableaux des quarts de finale qui promettent de très belles rencontres de football avec des équipes avec un foot léché et apprécié par les amateurs. Cheikh Tidiane Diagne nous en dit un peu plus. On connaît désormais l'identité des 8 équipes qui se battront pour une place dans le dernier carré. Les favoris de la compétition se sont parfois fait peur à l'image du Portugal ou de l'Angleterre, mais ont fini par faire le travail à l'exception de l'Italie éliminée par la Suisse. Les quarts de finale débuteront dès ce vendredi avec 2 matchs très attendus, Espagne contre Allemagne et France contre Portugal. Le samedi, l'Angleterre affrontera la Suisse, puis les Pays-Bas défieront la Turquie. Wahani Johnson Sambo, notre confrère. On aura droit à de gros chocs. Si on prend par exemple l'équipe d'Espagne qui fera face aux pays organisateur, l'Espagne qui depuis le début du tournoi a été l'équipe la plus constante. Mais attention à cette équipe allemande quand même qui joue à domicile et qui son public derrière. C'est un avantage côté pronostic pour l'Espagne, mais l'Allemagne sa carte à jouer. Dans l'autre match, on aura Portugal-France, un classique, un match aux allures de revanche. On se rappelle encore de l'Euro 2016, le Portugal qui a battu la France à domicile en finale. Le vainqueur du match Espagne-Allemagne jouera contre le gagnant du duel entre la France et le Portugal. De l'autre côté du tableau, le vainqueur de Suisse-Angleterre affrontera le gagnant de Pays-Bas-Turquie. Les demi-finales auront lieu les 9 et 10 juillet et la finale est programmée pour le 14 juillet, couronnant ainsi le nouveau champion d'Europe. Cheikh Tidiane Diagne fait pour finir Barthélémy a noté cette visite du ministre des Sports à Bombay. La ministre Khady Diène Gaye a promis aux acteurs du Navétane que le stade municipal sera entièrement réhabilité et mis à disposition. Elle a par ailleurs invité les acteurs à promouvoir le sport scolaire et universitaire pour dénicher des talents puisque Bombay en a, mais ils sont cachés. Eh bien oui, ce sera dans nos éditions à venir. Malal Diagne Junior, merci. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi, lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour.
Bonjour. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, le tandem a fait 90 jours à la tête du Sénégal. Le couplet placé à boucler donc ces 3 mois pile d'exercice du pouvoir. Presque 100 jours de nouveau régime qui se cherche. L'observateur constate un état d'éclipse total. Un premier ministre rayonnant, débordant d'énergie en face d'un président de la République amorphe dans le noir, complètement sur les marges. On a l'impression que c'est le premier ministre, le président, et le président, le premier ministre. Un premier ministre qui définit et exécute à la fois la politique de la nation. Le risque d'un bicéphalisme n'a jamais été aussi proche, alerte le journal. Bës Bi Le Jour retient, lu, que pour ces 100 jours, ces menaces tous azimuts, presse, magistrats, meuniers, Assemblée nationale est maintenant ambulant. Sonko ouvre des fronts partout. Ces 100 jours de heurts, piégés par les nombreuses promesses, l'immense espoir et un ton qui fuit sans cesse. Là, ça fait le même diagnostic pour les 100 jours. Diomaye est carrément out sous le manteau d'un premier ministre qui déroule. Diomaye en spectateur. Du côté de l'opposition, c'est Thierno Bocoum qui sort du bois et tire à boulet rouge sur Ousmane Sonko. Pour le patron de Agir, Sonko est loin d'avoir le profil de l'emploi qu'il occupe et de l'interpeller sur l'occupation justement du domaine maritime. Thierno balance Diomaye à Azalaï. Cet hôtel, dit-il, a été construit sur 7000 mètres carrés et de demander comment ça a été possible. Titre du journal Info, Thierno Bocoum vide son chargeur sur Ousmane Sonko et compagnie. Le journal AS fait focus, lui, sur les nouvelles têtes émergente de l'opposition dite radicale. Eh bien, le journal note que c'est Thierno Alassane Sall, Thierno Bocoum et Abdou Mbow qui tiennent la dragée haute à Ousmane Sonko et compagnie. Ils sont devenus les nouveaux mousquetaires. Les opérations de désencombrement à présent et Sonko qui reçoit les ambulants et se dédie en même temps. Il est inadmissible que des ambulants d'utile au prétexte qu'ils travaillent bloquent les routes dans les marchés. Nous avons donné des instructions fermes sur tous les marchés. Nous ne sommes pas dans une dynamique de chercher d'autres mandats. Fin de citation. Ainsi donc, le Premier ministre avoue être bien au courant des déguerpissements observés dans les marchés de la capitale. Mais surtout, il avoue être derrière la mesure. Tribune confond sans attendre Ousmane Sonko qui, vous le savez, avait soutenu exactement le contraire lors de sa visite à Colobane. Le journal qui souligne note qu'en moins de 48 heures, le PM se confond et se contredit sur le sujet. Qu'à cela ne tienne, relève le journal, Les Échos, le Premier ministre est déterminé à dégager les ambulants. Dans le journal LAS, le ministre de l'Intérieur règle ses comptes avec le maire de Colobane et dégage sa responsabilité. Il répercute ses propos. Ma circulaire s'adressait aux autorités administratives, gouverneurs, préfets, etc. Pas au maire, et de se demander s'il y a eu des problèmes à Rufisque pour justifier sa bonne foi. Bamba Fall lui avoue avoir été saisi pour se débarrasser des ambulants et pour toute réponse, il a dit « Je refuse catégoriquement ». Walfadri en profite pour faire focus sur l'emploi des jeunes qui pose problème au Sénégal. Au-delà du métier d'ambulant, il y a les BTP, l'agriculture, l'artisanat. Le journal note que ce sont des niches d'emploi auxquelles il faut s'intéresser. Reportage à présent du journal Le Quotidien au marché Colobane. Après les déguerpissements, le marché qui existe depuis des dizaines d'années a été démoli. À la une du journal Le Mandat, radio-télévision sénégalaise RTS, le torchon brûle entre la direction générale et les syndicalistes. On n'aimait plus sur la même fréquence entre Papa Alé Niang et les travailleurs de la RTS. Papa Alé Niang s'explique, il dit quoi qu'il advienne, je prendrai toutes mes responsabilités. Commentaire de sucré salé du quotidien. Les premiers mois de Papa Alé Niang à la tête de la RTS vont rester dans l'histoire. Pour la première fois depuis l'existence de la chaîne nationale de télédiffusion, les Sénégalais ont été sevrés du journal télévisé de 20 heures sans aucune explication plausible. Le journal note qu'une affaire qui arrive 24 heures seulement après une fronde syndicale causée par des coupures de salaire. Une tension digne de la gouvernance du Premier ministre Ousmane Sonko. À peine arrivé, ils risquent d'incendier leur monde. À ce rythme, note le journal, les 5 ans vont être trop longs. À la une du journal Bës Bi Le Jour, renégociation et audit des contrats pétroliers et gaziers en pipeline risqué, alerte la publication. Un rapport stratégique sur les risques liés au pétrole et au gaz publié par SPE, Global Commodity Insights. Le programme politique de Diomaye Faye risque de déclencher en tout cas une crise de confiance parmi les investisseurs étrangers s'ils s'attaquaient aux contrats. Les phases de projet non autorisées à Sangomar et à Karteranga pourraient ne pas se concrétiser si l'incertitude contractuelle et politique persiste. Aucune mesure de renégociation n'est en cours pour le moment. Shell, acheteur du premier lot de brut Sangomar, a affrété un pétrolier battant pavillon grec. Bonjour à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Campagne agricole, quelle évaluation faire de la mise en place des semences et autres intrants? Pour en parler, nous sommes
avec Mokhtar Ndiaye. Bonjour, monsieur Ndiaye. Oui, bonjour. Directeur de l'agriculture. Nous sommes également avec Sidi Ba. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, monsieur Ngo. Chargé de communication et porte-parole du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux. D'abord, la première question à Mokhtar Ndiaye, le directeur de l'agriculture. La campagne agricole 2024-2025 qui a démarré avec la mise en place des semences et intrants. Et les opérations s'effectuent donc sous l'égide des commissions locales de supervision, de contrôle et de suivi des opérations de mise en place et de cession des intrants, donc en rapport avec les forces de défense et de sécurité. Alors, M. Ndiaye, dites-nous d'abord quel est l'état des lieux sur le terrain. Déjà, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Donc, je remercie toute l'équipe de la RFM. À ce jour, au 3 juillet 2024, donc, ce qu'on peut dire, en ce qui concerne la distribution des semences d'arachide, nous sommes dans une situation qui évolue de jour en jour, où nous devons atteindre, je pense, les 90% de mise en place au niveau national. Au niveau des semences, 90%. Oui, pour les semences. Ça, c'est ce qui concerne les semences. Et pour les engrais, on peut dire c'est que cette année, on a quand même innové avec les engrais. À titre d'exemple, je peux donner les chiffres de l'année passée. Au même moment, nous étions à 5000 tonnes d'enlèvement auprès des ICS en ce qui concerne les NPK. Mais à ce jour, nous sommes déjà à 40 000 tonnes. Donc, quasiment 8 fois plus que le volume de l'année passée. Voilà. Donc, nous avons une option qui est claire et qui va dans le même sens que le désir des producteurs. C'est de mettre en avant un peu plus les engrais et d'assurer une distribution correcte pour les intrants, notamment les semences. D'accord. Mais à ce jour, parce qu'on entend souvent les paysans se plaindre parce qu'ils n'ont pas reçu le quota équivalent même à leur localité. Qu'en est-il exactement, puisqu'il y a beaucoup de bruit? Bon, c'est vrai que, vous savez, au Sénégal, on a 14 régions, et 46 départements. Bon, à peu près 40 départements sont concernés dans la distribution. Et on a au moins 550 commissions dans tout le Sénégal. 550 commissions. Oui, 550 commissions de réception au niveau des 14 régions. Voilà, dans les 14 régions. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, pour ce qui concerne le bassin arachidier, c'est-à-dire la zone de Kaolack, Kaffrine, Fatick, ces zones-là sont très bien servies et on est autour du 90% de mise en place. Parfois, on a des difficultés de magasins parce que cette année, l'innovation, c'était la distribution simultanée des semences et des engrais. Donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des problèmes de stockage. Donc, là, actuellement, la vente est en train de s'accélérer. Et plus il y a de la vente, plus l'espace se dégage et on pourrait de plus en plus stocker aussi bien les semences que les engrais. Mais à ce jour, on peut dire que vraiment, il y a une couverture qui est assez importante dans l'ensemble du territoire national. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, directeur. Sidi Ba, le chargé de communication, porte-parole du CNCR, 90% des semences déjà distribuées, selon le directeur de l'agriculture. Cette année également, 40 000 tonnes à ce jour ont été mobilisés, ont été acheminés au niveau local. C'est ce que vous constatez vous avez fait le même constat sur le terrain? D'abord, bonjour tout le monde. Je salue M. Mokhtar Ndiaye, je salue au passage. Et pour rappel, je dois vous informer que le CNCR, ma plateforme, a été mise à contribution dès le démarrage de la campagne. Sur comment l'organiser, sur le choix des opérateurs qui doivent mettre en place, surtout pour les engrais. Et là, ça n'a jamais été fait et cette année, ça a eu lieu. Le CNCR a été impliqué dès le départ, pour préparer activement cette campagne. Et je pense que s'il y a innovation par rapport à ça, une innovation, ça n'a été.
Et je confirme exactement la mise en place de ces intrants-là et surtout les engrais. Et cette année, nous avons connu une mise en place assez importante d'engrais chimiques. Et surtout pour toutes les formules confondues, aujourd'hui, au niveau du monde rural, les gens sont confrontés à des problèmes. Où est-ce qu'il faut mettre cet engrais-là? De le mettre à la disposition des populations. Et pour ce qui est de l'arachide aussi, nous avons nos commissions dans toutes les communes pour ce qui concerne la région de Kaffrine et une bonne partie du bassin arachidier. Mais les paysans qui nous représentent au niveau de ces commissions-là ont beaucoup apprécié la qualité des graines. Et sauf peut-être qu'il se peut qu'il y ait des endroits. Par contre, Monsieur Ba, il y a des paysans qui se plaignent justement de la qualité des semences. Il y a une seule commission où j'ai entendu des paysans décrire la qualité des graines. C'est au niveau de la commission de Panalolo. Mais à part ça, pour les 42 commissions qui sont au niveau de ma région, au niveau de la région de Kaolack, il n'y a pas eu de récrimination. Les gens disent que les graines sont bonnes. Et que la mise en place des engrais, des fertilisants pour l'arachide et des céréales se déroule de manière très correcte. Et là, je confirme ce que M. Mokhtar Ndiaye vient d'annoncer au niveau de la radio. Et par rapport au quota, Kaolack a par exemple le bassin arachidier, j'allais dire, est-ce que vous avez reçu le quota qu'il vous faut? Bon, le quota qu'il vous faut, peut-être que là, c'est au niveau de la pour demander, mais je pense que on a peut-être reçu plus qu'il n'en fallait. Et si je prends l'exemple sur ma commune, la Gangaï, nous recevions 40 tonnes de semences, aujourd'hui nous sommes à plus de 60 tonnes de semences reçues. Et les quotas ont augmenté de 50%. Et c'est pas le seul cas, et d'autres communes aussi nous ont signalé cette année la quantité des semences mises à leur disposition, que ce soit pour les engrais, que ce soit pour l'arachide. Et les quotas ont légèrement augmenté, surtout pour les fertilisants. Et c'est les pesticides qui posaient problème. Les gens disaient qu'ils peuvent garder par devers les semences, mais ce qu'ils ne peuvent pas produire, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est les engrais. Et ces engrais-là aussi, ils sont quand même relativement à bon prix. Les prix ont fortement diminué et ils sont en quantité au niveau des commissions de vente. Et autre innovation aussi, cette année, on a responsabilisé les organisations de production agricole. On a demandé, ils ont subventionné les semences mises à la disposition de ces fédérations-là pour qu'ils distribuent allègrement à des prix subventionnés, alors qu'auparavant, c'est la nager milieu. Et nos membres achetaient les semences au prix coûtant et au prix du marché, alors qu'aujourd'hui, nos membres qui sont dans nos fédérations ont bénéficié de cette subvention-là en distribuant les semences qu'ils ont gardées par eux-mêmes à leur membres. Et là aussi, c'est une innovation. Nous remercions infiniment les nouvelles autorités du pouvoir, à savoir Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et M. Ousmane Sonko, et le responsable du ministère de l'Agriculture, tel que Mokhtar Ndiaye, et M. Alpha Abba, secrétaire d'État à l'encadrement au coopératif à l'encadrement paysan, et M. Mabou Badiagne, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Sécurité alimentaire. Là aussi, c'est des petites innovations. Le CNCR l'a toujours demandé aujourd'hui une bonne partie de la fédération, puisque les semences qu'elle détenait par DVR, qu'il donnait au plus coûtant à nos membres aujourd'hui sont donnés à un prix subventionné comme tous les autres. D'accord. Je reviens à vous, Monsieur Ba. Mokhtar Ndiaye, directeur de l'agriculture, chaque jour vous recevez, en tout cas, on vous fait parvenir des informations venant de la base. Est-ce que quelque part on vous a signalé cette question liée à la qualité des semences? Oui, c'est vrai que c'est un débat qui revient et qui n'est pas nouveau. C'est pas un scoop. C'est pas la première année qu'on parle de la qualité des semences. Et comme l'a dit Sidiba, c'est vrai que c'est plutôt, on pourrait appeler cela des cas isolés. Ce sont des cas isolés qui arrivent dans certaines commissions. Mais comme je l'ai dit, on a quand même plus de 500 commissions. Et je donne par exemple dans un exemple, dans une commission, on peut recevoir 500 tonnes, 500 tonnes d'arachide. C'est l'équivalent de 500 000 kilos, soit 10 000 sacs. Donc, s'il y a quelques sacs qui ne comportent pas de semences de bonne qualité, c'est vrai que c'est à décrier. Mais il faudrait aussi féliciter ceux qui emmènent des semences de bonne qualité. Et c'est ce qui est plutôt courant à ce jour.
Donc, il ne faudrait pas peut-être mettre l'accent que sur les semences de mauvaise qualité qu'on pourrait apercevoir ça et là. Mais il y a également un travail qui est fait, et cela, c'est grâce aussi à la transparence. C'est grâce à la transparence, là, la parole est libéralisée, et puis voilà. Et je tiens à souligner un aspect, c'est que l'État ne facture que les quantités vendues. L'État ne facture pas les quantités mises en place. Et en plus de cela, moi, à chaque fois que j'ai l'information que dans une commission, les semences ne sont pas de bonne qualité, que je suis saisi par les autorités, tout de suite, je procède à déjà un avertissement et ensuite à un remplacement. Donc, il est important que je mette l'accent sur le fait que c'est un travail qui se fait aussi bien au niveau central, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Agriculture, mais également avec nos services déconcentrés, c'est-à-dire les directeurs régionaux de développement rural et les SDDR également. Et en plus, cette année, on a vu cette forte implication des gouverneurs de région, des préfets, des sous-préfets. Et des forces de défense, et des forces de défense et de sécurité aussi. De commission. Donc, il est important de dire que c'est un travail d'équipe qui est en train de se peiner. D'accord. Mais une question, la distribution se poursuit. Monsieur Ndiaye, est-ce que ce retard-là ne va pas causer un tort aux paysans si l'on sait que le ciel est menaçant au niveau de certaines localités, c'est la pluie s'est déjà installée. Est-ce qu'il n'y aura pas un retard? Donc, il n'y a pas de péril à la demeure à ce jour. C'est vrai qu'il y a quand même l'hivernage qui s'est installé dans certaines localités, ce qui n'est pas encore le cas dans la totalité dans l'ensemble du territoire national. Et en fait, dans certaines zones, notamment à Kédougou, où l'hivernage s'est complètement installé, ils ont reçu quasiment la totalité de leurs intrants et ça a été quasiment vendu. Et l'engrais est déjà à disposition, je tiens à le souligner, ce qui n'était pas forcément le cas les années passées. Donc, il faudrait vraiment souligner ce travail-là. Et j'ai un point important à souligner, c'est que il y a cette baisse, il y a une baisse des prix des semences de 15% cette année. Il y a la baisse des prix des engrais de 22% et il y a une hausse des quantités. Et cela, quand on fait le calcul, cela a entraîné une économie d'argent de la part des producteurs de près de 7 milliards. Donc, il est important de souligner que les efforts sont en train d'être faits. Tout changement profond se fait progressivement. Donc là, on espère avoir un bon hivernage, un hivernage pluvieux. À ce jour, oui, le ciel est menaçant, mais il n'y a pas de péril à la demeure. Les mises en place se font actuellement. Il faudrait aller assez rapidement sur les sessions. Donc, nous sommes à ce jour et l'engrais est en train d'être acheminé. Donc, les choses se passent plutôt correctement. Merci beaucoup, Mortan Ndiaye, directeur de l'agriculture. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. À Sidiba, il n'y a pas péril à la demeure par rapport au retard tel qu'a dit le directeur. Il dit qu'il n'y a pas péril à la demeure, mais l'instant que l'hivernage au Sénégal juin et la première décade du mois de juillet, et au niveau des régions centrales. Il y a peut-être qu'il y a une première pluie qu'on a enregistrée le 19 juin. Mais les gens sont sélectivement, je suis présentement, moi je ne pas le chien. Bonne partie du passé, nous sommes. Monsieur Ba. Les gens sont en train de distribuer les semences, ou de vendre les semences aux veillants. Et la présence des forces de sécurité et des organisations professionnelles qui ont contribué à toutes nos excuses, Sidiba. Toutes nos excuses, malheureusement, Sidiba. Nous avons des soucis avec la liaison, avec M. Ba, bien sûr. Merci de toute façon, c'est clair ce que vous avez dit. On vous retrouve tous les deux. Martin Ndiaye, directeur de l'agriculture, Sidiba, le chargé de communication, porte-parole du CNCR. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Fin de ce journal, présenté par Barthélémy Ngom. Mise en monde Aliou Ba, Digital Maïssa Mbaye, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 6 minutes. Chef d'édition Awa Mbaye Mama Soukan. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.